Oui, donc on va passer la main à Dominique qui va nous expliquer un des premiers axes de fondamentaux qui sont plutôt autour de la technologie. Et donc je lui laisse la main. Merci Christophe. Alors, je vais partager aussi mon écran pour remettre la présentation. C'est bon, vous la voyez bien? Pas encore. Pour l'instant, on te voit toi. Juste vérifier que j'ai bien activé le partage. Écran partagé. Est-ce que Jérôme, t'as arrêté de partager, toi, de ton côté? C'est bon. Parfait. Alors, je vais juste réduire cette fenêtre-là. Ok. Donc, bonjour à tous. Je suis donc Dominique Zuliani. Je travaille donc pour le service IT de Schneider Electric. J'ai un passé qui est essentiellement autour des infrastructures informatiques, donc du poste de travail au réseau, au serveur, au data center, au cloud, tout ce qui fait un petit peu, on va dire, la plomberie des systèmes d'information. Et depuis 1 an et demi maintenant, je m'occupe de la partie manufacturing au niveau de l'IT aussi, c'est-à-dire je fais le lien entre la supply chain et le service IT pour qu'on s'assure que tout ce qu'on va déployer dans nos usines tout autour du monde est compatible avec l'écosystème IT de Schneider Electric. On a pas mal de prérequis côté Schneider Digital, donc c'est le nom du service IT, et on s'assure que ce que met en place supply chain va fonctionner et qu'on ne fasse pas d'erreurs, qu'elles soient de cybersécurité, de performance, de disponibilité et autres. Et donc, je suis entré dans ce monde du manufacturing avec le projet Smart Factory. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Schneider Electric au travers de ce projet et comment on a déroulé ça d'un point de vue infrastructure, très orienté infrastructure. Alors, pour commencer, en fait, je voudrais repréciser d'où est-ce qu'on vient dans ce contexte-là. Schneider Electric, comme beaucoup d'industries, c'est d'abord un monde industriel historique qui est très local. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très autonome. On a une usine qui a des machines qui sont pilotées par des logiciels. Très souvent, tout ça est très propriétaire. Ce qu'on installe dans une usine n'est pas forcément la même machine qu'on va installer dans une autre, en plus des productions qui peuvent être très différentes. Donc, on a quelque chose qui a été toujours historiquement très autonome et très isolé. On dépend énormément évidemment des machines qui sont sur le site et on est utilisateur de protocoles industriels en termes de connexion et de communication de données. Les Zigbee, les Modbus, des choses qui sont plus ou moins récentes en tout cas, qui sont plus ou moins sécurisées d'un point de vue cybersec. En tout cas, on a un écosystème ici qui a pendant très longtemps, pendant des années, ronronné et travaillé de façon très autonome. Je ne vais pas dire en opposition, mais d'un autre côté, on a le monde IT très classique et très traditionnel qui, lui, est de plus en plus centralisé. On a bien vu que les serveurs locaux ont tendance à quitter les sites, qu'ils soient industriels ou commerciaux, pour aller plus dans des data centers ou dans le cloud. On est essentiellement basé sur du TCP/IP en termes de protocole dans ce monde-là. Mais par contre, il y a quand même pas mal de best practices qui existent. On se souvient tous de tous les process ITIL qui sont un peu moins à la mode, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, si on fait de l'incident management, du capacity management, etc., ça reste des process qui sont très utilisés et qui restent très pertinents. Donc, on a quand même aussi des façons de travailler et des best practices qui sont très intéressantes dans ce monde IT. Le déclencheur un petit peu ou le lien qui a fédéré ces deux mondes, c'est l'IoT. L'IoT, dès qu'on a voulu connecter notre monde legacy dans notre monde IT, eh ben, ça nous a apporté pas mal d'opportunités business. On a déjà évoqué toute l'importance de la data qu'on va pouvoir récupérer de ces machines et une fois qu'on les a transportées, analysées, ben, on sait en faire quelque chose. On sait voir la valeur ajoutée de toutes ces données qu'on apporte. À l'inverse, il faut bien avoir en tête aussi que connecter ce monde IoT plutôt vieillissant, plutôt sur des protocoles pas sécurisés, nous amener aussi des contraintes de cybersécurité qui sont très très importantes. David Gallet plus tard vous fera un gros topo sur la partie cybersec, mais évidemment ça a été quelque chose à prendre en compte. Dès que, on va dire, la partie industrielle a voulu commencer un petit peu à connecter ces devices,
Ils ont bien vu qu'ils pouvaient plus être autonomes et qu'il a fallu travailler avec la partie IT de l'entreprise. C'est un peu à ce moment-là où je suis rentré dans le jeu et qu'on a vraiment commencé à travailler ensemble. Qu'est-ce qu'une Smart Factory chez Schneider? C'est en fait un peu la combinaison du monde industriel, donc comme je le disais, plus le monde IT. On s'appuie sur un socle. Et pour nous, une usine est un outil. C'est presque un hardware, considéré comme un hardware. On s'appuie sur un socle très traditionnel, des SCADA, des MES, etc., qui sont vraiment les outils de production. Mais on va apporter beaucoup d'attention à tout ce qui va être management de la qualité. On va apporter des modules au travers des applications qu'on va installer, vraiment orientés qualité. On va aussi avoir des asset management pour vraiment être certain que notre base installée, elle est vue, connue et monitorée. Bien évidemment, le management de l'énergie chez Schneider, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc là aussi, on a pas mal de solutions et on les applique dans nos propres usines. Un gros pavé qui est la prédictive maintenance dans le monde industriel. Une des choses certainement les plus impactantes qui puisse arriver, c'est un arrêt de production. Un arrêt de production sur un incident d'une machine parce qu'elle est tombée en panne, ça peut s'éviter, en tout cas en grande partie. Et grâce à cette maintenance prédictive, on est capable d'être très performant dans ce domaine-là. On a un gros pavé sur des machines advisor. Alors, le machine advisor, c'est tous les sensors qui vont être connectés à des machines qui vont automatiquement envoyer cette donnée dans le cloud, dans une solution Schneider. On parlera un petit peu plus tard aussi. Et puis, on a des applications très orientées autour des process lean qu'on retrouve dans l'usine, qui permettent de bien gérer donc toute cette production. Donc, encore une fois, ce qu'on vise à faire ici, c'est une amélioration de la performance des usines. Performance, elle peut être dans la productivité de l'usine, mais elle peut être dans la performance énergétique ou dans d'autres domaines qui nous visent à être meilleurs. Nos assets, très important qu'on ait une bonne vision et qu'on sache exactement quels sont les assets qu'on utilise. Et puis donc la partie prédictive dont j'ai déjà parlé. C'est ça qui fait pour nous dans l'esprit une Smart Factory. Quand on parle de nos données, donc, on a cette convergence IT-OT et d'un point de vue infrastructure, il faut transporter cette donnée. J'ai déjà parlé donc des contraintes cybersécurité qu'on a pu avoir entre les deux mondes. Alors le schéma est un petit peu compliqué, mais finalement, on retrouve quoi? Sur la partie supérieure, on a le réseau IT traditionnel, soit retrouvé dans les bureaux en général, etc., ou la partie cloud au-dessus. La partie inférieure, c'est le réseau OT, donc tout ce qui est industriel avec tous ces protocoles industriels divers et variés qui font les connexions. Alors on est toujours un petit peu sur les mêmes principes, je dirais. On n'a rien inventé ici, hein. On a une multitude de sensors, de boîtiers qu'on peut connecter. On ramène les données de ces sensors sur des comics box, donc des boîtes de dialogue qui servent de passerelle en fait. Généralement, nos passerelles qui sont à ce niveau-là vont avoir une patte dans le réseau OT et une patte dans le réseau IT. Et pour sécuriser tout ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place donc des firewalls, c'est-à-dire qu'on a vraiment séparé nos réseaux. On a un réseau industriel dans l'usine, on a un réseau bureautique. Ils sont séparés par des firewalls et on a implémenté des VLAN. À l'intérieur même du réseau OT, on a défini une cartographie, on a vraiment voulu harmoniser le code de nommage des VLAN. Typiquement, un VLAN pour les AGV, dont Jérôme a parlé avant, a le même numéro quels que soient les sites pour que nos équipes réseau sachent exactement comment les configurer et qu'on arrive à standardiser derrière des façons de déployer et d'installer tout ça. Donc, on a du VLAN, on a des firewalls. Une des contraintes, évidemment, c'est que ces firewalls, une grosse difficulté qu'on a, c'est de savoir quels sont les protocoles et les ports qu'il va falloir ouvrir pour avoir la bonne discussion entre nos sensors et les systèmes avec lesquels ils ont besoin de connecter au-dessus.
C'est pas un secret que quand quelqu'un déploie une application, il est même pas forcément au fait de ces protocoles ou des ports nécessaires. Quand on a un réseau à plat, tout va bien, tout marche bien. Quand il faut analyser la trame et s'assurer de bien comprendre qu'est-ce qui passe dans le trafic pour pouvoir l'ouvrir, ça c'est un autre débat, c'est une autre difficulté. Donc là, ça nous rapporte un peu de complexité. Le budget aussi, des firewalls, ça coûte cher, donc pouvoir équiper 200 usines avec des firewalls, c'est un budget conséquent. Et en termes de ressources, c'est pas mal de man-days pour implémenter tout ça, créer les VLAN, créer les règles. En tout cas, notre principe est là. On a vraiment voulu faire cette séparation à ce niveau-là, car les contraintes de cybersécurité étaient vraiment importantes. Là, on est donc dans la partie transport de la donnée. Il faut ensuite, une fois qu'elle a été transportée, faire le hosting de la donnée, donc le stockage. On est toujours sur notre principe de objets connectés, les passerelles. Alors, on a une première couche ici de serveurs qui peuvent être sur site, dans les usines. Je vais les appeler les edge servers, c'est un terme qui est bien à la mode. Le edge server permet d'avoir une présence physique sur site. Alors là, on est sur des problématiques de temps de réponse, généralement, de la donnée. On a encore des applications qui nécessitent d'avoir des temps de réponse extrêmement courts entre l'application, le serveur et l'équipement. Et pour ça, on est obligé d'avoir une partie locale qui reste locale. C'est pas la tendance, hein. On est évidemment dans une tendance où chez Schneider, notre priorité, notre préférence, elle est d'aller vers du software as a service autant qu'on peut. Si c'est pas possible et qu'il faut vraiment monter ses propres serveurs, c'est des solutions cloud qu'on va privilégier. On est un peu agnostique d'ailleurs des différents fournisseurs, hein, ils ont tous avantages et inconvénients, donc on va aussi dans le cloud. On fournit aussi notre propre solution cloud, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Je vous ai parlé des advisors tout à l'heure, on a toute une série d'advisors qui sont des connecteurs qui vont remonter leur info directement dans la partie cloud de Schneider qui est hostée chez Azure et qui permet de fournir, une fois que les données sont là, du reporting, des informations, des analyses de ces données qui sont montées par ces sensors. On va retrouver aussi du data center Schneider, donc ça, des data centers qu'on a soit in-house, par exemple aux États-Unis, on a un data center, mais très souvent on est aussi avec des partenaires. On peut citer IBM, on peut citer Atos, Unisys, qui ont des data centers et on outsource le service chez eux. Mais la tendance, encore une fois, elle est à externaliser autant qu'on peut en dehors de l'usine, parce que c'est toujours difficile d'aller gérer des infrastructures locales sur site. Je pense notamment aux pannes physiques, hein, tout simplement. Une panne physique d'un serveur, même si on a un très bon contrat de maintenance, si tout va bien, c'est 4 heures qui sont le contrat, mais si tout va mal, parce que le technicien n'a pas la pièce, ça se transforme en 2 heures et on ne peut pas se permettre d'avoir 2 heures de panne sur une usine. Donc, on essaie d'externaliser. Néanmoins, quand on a l'impératif d'avoir quelque chose sur site, ben là, il nous faut quand même des solutions. En termes de solutions, j'en parlerai un petit peu après, mais on a des nouvelles technologies qui pointent le bout du nez et ça, c'est assez intéressant. Donc, transport de données, réseau séparé, OT, IT, stockage, autant que faire se peut dans le cloud. Malgré tout, on a toujours besoin d'avoir quelques infrastructures locales. On a une autre couche de firewall ici, mais celle-là, elle est beaucoup plus classique, hein. C'est les firewalls qui sont entre les sites et le WAN, généralement, où là aussi, on a une couche de sécurité à passer. Pour récupérer ces données, pour les stocker, il faut aussi avoir déployé les applications. Donc, Smart Factory chez Schneider, c'est 80 usines qui sont taguées Smart Factory sur les 200 qu'on a vues. C'est les 80 plus grosses, évidemment. Pour les autres, on les tague pas forcément Smart Factory, même si rien ne les empêche d'installer des applications qui font partie de la roadmap. Vous avez déjà vu le petit schéma qui est au centre ici. En fait, les principales applications que Jérôme nous a montrées avant sont ce qu'on appelle, nous, les minimum mandatory requirements. Donc, c'est la base obligatoire pour être tagué comme une Smart Factory. Il faut avoir déployé ces solutions pour être vu chez Schneider comme une Smart Factory. Et ensuite, selon le nombre d'applications déployées, selon la maturité du site, on va avoir différents niveaux d'usine avec un niveau basique, advanced ou expert.
Ça permet d'avoir une maturité différente selon les sites. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pareil, Jérôme en a brièvement parlé avant, on a un process chez Schneider qui nous permet d'auditer et de mesurer la maturité de nos usines. Et les applications Smart Factory sont aujourd'hui entrées dans ce process, elles font partie du process. Et donc, on sait aussi améliorer la maturité des usines au travers de la maîtrise de ces outils-là. Ces 80 usines, elles vont déployer jusqu'à 70 applications différentes pour Smart Factory. Alors, bien entendu, on a un top 15, un top 20 d'applications qui sont vraiment les plus importantes. Les autres sont plus, on va dire, je vais pas dire à la demande, mais plus parfois spécifiques à un contexte ou à une production particulière. Ces applications nous nécessitent à chaque fois. Alors, une application, ce qu'il faut savoir aussi chez Schneider, c'est que toute nouvelle application doit être certifiée. Alors, la certification d'une appli chez Schneider, ça veut dire que les équipes de cybersécurité dans l'entreprise ont récupéré des standards du marché, des normes qui existent au niveau de cybersécurité. Ils en ont fait tout un process et on doit vérifier que tout ce qui va avoir trait à l'authentification, à l'encryption des données, à les protocoles utilisés, etc., la GDPR. Il y a tous ces points avec plein de questions qui sont vérifiées, qui sont testées. On a aussi des penetration tests sur les différents systèmes qui vont nous amener à une certification de l'application. Elle sera d'un point de vue cybersec vue comme sécure. Tant qu'on n'a pas eu cette certification, on ne peut pas déployer l'application. Donc ça, c'est un premier step pour pouvoir déployer. Il faut savoir aussi qu'on a besoin d'avoir l'architecture document. L'architecture document, c'est ce qui va nous décrire l'infrastructure nécessaire pour pouvoir installer l'appli. Ou avec des cas très très classiques, serveur Edge sur un site ou sur une virtual machine, un serveur virtuel, même dans le cloud. Malheureusement, parfois, on se retrouve avec une installation qui est setup.exe, next, on fait la customization, et si on a 80 applis installées, il faut les installer 80 fois de façon manuelle. Ça, c'est le pire des cas, et on essaye de s'en sortir, évidemment. On est de plus en plus en train de s'orienter vers des plateformes régionales. Plateforme régionale, c'est à chaque fois qu'on peut centraliser une application plutôt que de l'installer site par site. Ça demande à avoir aussi des approches database avec multi-instances. Typiquement, une appli qui tourne et on crée une instance par site et on va pouvoir hoster. Alors pourquoi en regional platform? Parce que les performances de réseau WAN généralement ne nous permettent pas vraiment d'avoir une application mondiale qui a des bons temps de réponse depuis toutes les régions du monde. Donc ce qu'on fait généralement, on a une plateforme Amérique, une plateforme Europe, une plateforme Asie, une plateforme Chine. C'est ce qui nous permet d'avoir les meilleurs temps de réponse. Donc ça nous oblige à déployer 4 fois l'application et elle a des bons temps de réponse de partout. Et puis on a le SaaS aujourd'hui qui est une très bonne solution. Ça permet d'être beaucoup plus rapide et de s'affranchir en tout cas des infrastructures internes. Par contre, toutes les applications, évidemment, ne sont pas SaaS prêtes pour le SaaS aujourd'hui. J'ai rajouté un petit bloc jaune en dessous de containers parce que les containers, c'est une technologie aujourd'hui qui est assez prometteuse et qui nous permettrait de nous affranchir des parties traditionnelles et même régionales, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une application à installer, on a l'image de l'application à déployer. Et ça, on sait aujourd'hui pousser une image d'une nouvelle version en quelques minutes sur les serveurs qui peuvent hoster cette image. Et typiquement, en termes de déploiement, ça change beaucoup de choses. D'abord, la vitesse de déploiement. Au lieu d'avoir 80 fois installé une application, on va pouvoir pousser une image sur les 80 machines et c'est fait quasiment instantanément. Ça change aussi la fréquence de nouvelles versions. Aujourd'hui, on sait qu'on est sur une version 1 d'un produit, on passe à une version 2, une version 3. C'est des mises à jour qui sont assez lourdes, qui peuvent être assez espacées dans le temps. Avec cette solution de container, on a pas mal d'avantages. C'est qu'on peut faire une version 1, 1.1, 1.1.1 une fois par jour, une fois tous les 2 jours, parce que ça va tellement vite à déployer que ça nous permet d'être beaucoup plus rapide pour introduire des nouvelles fonctionnalités en attendant vraiment les versions majeures. Donc ça, c'est notre approche qui est très intéressante pour nous aujourd'hui.
Donc là, on est vraiment dans les approches, on va dire, de hosting, enfin de déploiement, pardon, très traditionnel. On s'appuie vers de nouvelles technologies qui avancent, mais ça nous permet d'adresser un scope aujourd'hui qui est vraiment conséquent. Plus 80 usines et 70 applications, ça pèse quelque chose. Je voulais aussi vous parler et vous montrer deux cas qu'on a eu chez Schneider, qui sont deux leçons qu'on a appris en fait de ces déploiements. Le premier, c'est au sujet des AGV dont Jérôme a déjà parlé. Donc, on a mis une petite photo ici d'un de nos AGV sur le site certainement du Vaudreuil. Ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est confronté à des problèmes de cybersécurité. On a beaucoup de marques aujourd'hui, beaucoup d'équipements différents. C'est un marché qui est en pleine explosion aujourd'hui, le marché des AGV, beaucoup de fournisseurs sur le marché. Par contre, l'immense majorité de ces fournisseurs viennent du monde industriel. Ils sont des experts du matériel, je dirais, que ce soit du Transpalette au Fenwick. Ils savent très bien faire ce genre de matériel. Par contre, le codage d'appli et la cybersécurité, ils le découvrent aussi. Et on s'est rendu compte, nous, qu'on a des marques, des fournisseurs qu'on n'arrivera pas à certifier par rapport à nos prérequis. On a dû arrêter de travailler avec certains fournisseurs qui n'étaient pas prêts à atteindre notre niveau de cybersécurité. Et là, la leçon vraiment qu'on a prise, c'est que quel que soit le fournisseur qui on travaille, quelle que soit la solution aussi, on a pris l'exemple des AGV, mais c'est vrai pour le reste, on commence maintenant d'abord, quand on discute avec un fournisseur, à évaluer son niveau de cybersécurité. Donc on a des documents, des questionnaires en fait qu'on lui demande de remplir, et on va mesurer sa maturité aussi par rapport à la cybersécurité, sa capacité à améliorer son produit. C'est vraiment quelque chose de très important parce qu'on peut se retrouver dans des situations vraiment de blocage. Typiquement, nous, aujourd'hui, on a une marque d'AGV qu'on n'arrive pas à certifier. Et pourtant, on en a déjà acheté un nombre important d'équipements. Donc, il faut bien qu'on trouve une solution. Et là, on est toujours un petit peu en porte-à-faux entre la cybersec et les besoins business. Donc ça, c'est les premiers cas d'école que je voulais montrer. L'autre cas, c'est l'application DISS. C'est cette appli donc qui nous permet dans l'usine, lors de changements d'équipe, en fait, de faire les réunions de management SIM, les short interval meetings, de passage de consignes et autres. Là, on a eu un problème de scalabilité, en fait, de montée à l'échelle, parce que en fait, à l'origine, l'application a été développée en Thaïlande par une petite boîte en Thaïlande pour répondre à la demande d'une de nos usines en Asie. Et ils ont fait un très bon travail sur l'application, mais par contre, l'entreprise était vraiment trop petite pour supporter ensuite la montée en puissance, le nombre de sites de Schneider, le support 24/7 qu'on leur a demandé. Ça, c'est des choses qu'ils n'ont pas réussi à faire et qu'ils n'étaient pas assez gros pour le faire. Et donc, aujourd'hui, on a pris la décision de développer la version 2 du produit. Par contre, on a changé de fournisseur parce qu'on est obligé maintenant de prendre quelqu'un qui saura, on va dire, supporter la taille de Schneider. Et on travaille cette nouvelle application en la développant aujourd'hui en se basant sur la solution de container dont j'ai parlé juste avant. Parce que DISS est utilisé dans 182 usines de Schneider. Donc sur les 200 usines, on a 182 qui utilisent cette appli. Donc c'est important, c'est conséquent. Mais là, voilà, on a eu le problème de la scalabilité. Donc, s'il y a des conseils à donner sur les déploiements, c'est que n'importe comment, on est quand même dans un monde IT/OT qui converge aujourd'hui, et ça, c'est une réalité. La partie cybersécurité, elle est primordiale. On peut pas s'en affranchir. Donc, on a fait la séparation des réseaux. Les hostings, j'imagine que vous les connaissez, vous avez certainement les mêmes problématiques. Ça peut être du edge, ça peut être du cloud, ça peut être data center, et on essaie de combiner tout ça. Et puis, ce qu'il faut bien prendre en compte si vous lancez dans ce genre de projet, c'est vraiment les aspects cybersec dès le début, les aspects mis à l'échelle dès le début. Notre projet Smart Factory a démarré avec beaucoup de proof of concept un petit peu partout parce qu'on savait pas trop où il fallait aller. Donc, on a fait beaucoup d'expérimentation, mais il arrive à un moment où il a fallu remettre du contrôle, remettre de la standardisation, et pour ça, il faut être avec des solutions qui permettent de le faire. Voilà ce que je voulais présenter aujourd'hui. Christophe, je vais te repasser la main.